Je sais pas du coup. J'ose plus parler. Toujours pas? Eh ben cool, super. Oui, si c'est bon, ok, très bien. Et la sonofu. Ah ouais, d'accord, il n'y avait pas la cam. Ok, d'accord. Et ben c'est bien. J'ai l'impression qu'on va pas être aidé par la technologie aujourd'hui. Oh, bon, ça va vous sinon? Bon week-end, tout ça? Parce que, ouais, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais mon micro clignotait. Donc si jamais ça le refait, de toute façon, je compte sur vous pour me le dire. Je rapproche juste un peu ma table parce que. Voilà. On va y arriver. Vous entendez bien la musique? Ou vous ne l'entendez pas du tout? En même temps, j'ai envie de dire. Ah, mais. Ah, si, vous aviez quand même la musique par contre. De toute façon, c'est indépendant. Enfin, c'est pas lié. Vous pouvez avoir la musique et pas ma voix, mais. Tranquille, tranquille, Calix, très bien. D'ailleurs, je vous ai même pas dit bonsoir, je suis désolée, je suis à la masse. Ah là là. Donc bonsoir petit Calix, bonsoir Kazumi, bonsoir Gabonga, bonsoir Cinabre, bonsoir Cartas, bonsoir Tipouding. Et bonsoir Mad Monkey. Voilà. J'ai la classe pour un dimanche soir. Bah écoute, c'est vraiment juste à cause du make-up. Hein. Parce que sinon, pour le coup... Et là, vous n'avez pas toute la partie basse où je suis en pige ultime. J'ai même mon peignoir Batman sur les genoux. Parce que ça y est, il commence à faire froid. Et je suis ravie. Et c'est l'heure d'hiver, enfin voilà. Je sais que Cartas fait partie de ma team hiver, donc c'est prodigieux. On est très content. Un live qui commence par un problème technique est toujours un bon signe. Bah je sais pas Cartas. Parce que rappelle-toi le live de Godzilla, c'était pas fou. C'était quoi? C'était on avait eu le temps de parler d'Imagine mais pas de Godzilla. Je sais plus, bref, enfin, bah, c'était le bordel. Team été, bah. Bah t'es bien habité dans le nord toi petit Calix. Hein. C'est vrai que c'est connu pour son climat tropical. Je suis tentée de croire que tu es influencé par les discussions enflammées sur le coin lecture. Influencé? À quel niveau? Voilà une chose pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est ça? Est-ce que ce serait enfin la preuve comme quoi nous ne sommes pas une seule et même personne? Pour Batman, ah bah écoute Kazumi, j'ai pas attendu le coin lecture. Hein. J'ai pas tout acheté ce matin, je me suis dit putain, faut absolument que je trouve un pyjama Batman. Mais ouais. Et bonsoir Bibistar. Team hiver, en été je meurs, voilà exactement, bah ouais c'est pareil. Et on est bien à parler météo, comme des petits vieux un dimanche soir. Ça et ACDC, ah putain, on va commencer à parler d'ACDC. Si on commence le live par un problème technique et par ACDC, alors là, je ne réponds plus de rien. Ce live que je pouvais voir, mais qui a été repoussé et que je pouvais plus voir du coup. Cartas, voilà, bah oui, mais encore une fois, les aléas du direct. Ouais. Arrêtez avec elle, spells. Bref. Bref. Bon, est-ce que vous avez tous vu le film? Vous avez réussi à avoir tous le temps de le voir en entier? Parce que je sais que parfois c'est... Parfois ça pose problème. Les gens ne voient qu'un bout. Je sais que T-Pudding l'a vu en entier. Donc c'est une bonne chose. Et bonsoir Neftis. Donc ouais, non c'est cool, je pense que tout le monde l'a vu. Alors je tiens à vous féliciter parce qu'il n'y a pas eu de commençage de débrief intempestif, donc ça c'est très bien. Tu l'avais déjà vu. Et tu l'as pas revu, Cinabre. Ok, tu l'as vu à sa sortie en 2013 ou un peu après? Juste pour se faire une idée. J'ai une confirmation de ce que je pensais. Chier dans les orties, c'est pas une bonne idée. Débriefons Tetsuo. Oui, parce qu'il faut savoir que Neftis a rattrapé le film de dimanche dernier, là, cette semaine. Donc, je félicite Cartas de s'être si bien contenu, putain, Caspi. Ah là là. Tu l'as vu il y a 3 mois, Cinabre. Ok, donc ça va. C'était pas il y a très très longtemps. T'as pas fait tes devoirs. T'as pas vu Field in England, du coup, Neftis?
Parce que je te préviens qu'on va pas parler de Tetsuo. Je te le dis tout de suite. Tetsuo, c'était cool. Ouais, c'était pas mal. Bon, voilà, allez, à dimanche prochain. Bisous, salut. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, t'as pas peur de te le faire spoiler. Mais ça vous m'épatez à pas avoir peur du spoil. Je suis peut-être un petit peu trop extrême là-dessus. Le live bug, je rage. Bah écoute, Cartas, est-ce que ça bug chez certains d'entre vous également? Ou c'est que Cartas? C'est toujours que Cartas en général. Pauvre vieux, va. On va attendre d'avoir confirmation. Pour spoiler ce film, il faut y aller en même temps. Oui, alors... Oui et non. Enfin, oui. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais... La peur du spoil est scientifiquement irrationnelle, c'est prouvé. C'est faux. Ah, c'est que Cartas. Ok, bon bah tant pis pour Cartas. Nickel chez moi avec ma connexion en mousse. Ok, bon bah voilà, ouais. C'est que toi. Bah voilà, ce que j'allais dire, on va peut-être attendre de voir et si j'essaye de reboot et tout, mais s'il y a que chez toi que ça bug, ben tant pis, hein. Je sais qu'il y a des avertissements pour les épileptiques, ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y avait un avertissement, bel et bien un avertissement dès le début du film, c'est la question que je me posais. J'ai vraiment une côte de merde où que je sois. Eh oui. Donc en vrai, il y a à peu près aucune chance que je puisse le voir. D'accord, Neftis, tu es épileptique. Du coup, bah oui, alors si tu l'es, effectivement, il y a un passage qui est quand même un petit peu intense. Donc voilà, mais bon bah écoute, tu vas le découvrir grâce à nous. Du coup, je vais me mettre en mode, hop, voilà, c'est cette image là que j'ai choisie. Après, il y avait plein de très très cool images, mais d'accord, les migraines ophtalmiques, oui, alors c'est ouais, effectivement, c'est pas complètement abusif de te passer de ce film là. T'as pas la 4G Cartas? Non, bah j'ai l'impression que Cartas, il est pas il est pas super bien raccordé à quelques niveaux. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc, bah écoutez, commençons. Commençons. Parce que bon, j'ai envie de vous dire, la connexion de Cartas, je suis pas sûre que ça vaille le coup de le débriefer pendant 10 minutes. J'espère quand même que tu pourras suivre le débrief. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais ravie d'avoir choisi ce film-là en débrief. Parce que je trouve que c'est un film qui mérite d'être discuté. Et honnêtement, moi, je vais vous le dire, je me suis quand même pris une petite claque. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ça. J'avais pas regardé le trailer avant. J'avais vraiment volontairement laissé quand même un espace vierge dans mon cerveau pour l'aborder. Et j'en suis ravie. Parce que je ne savais pas du tout, effectivement, encore une fois, à quoi m'attendre. Je ne savais pas tellement de quoi ça allait traiter. Même si la traduction du titre en anglais c'est English Revolution, donc on peut se douter que ça peut éventuellement tourner autour de ça, mais voilà. Je pense qu'il y a énormément d'interprétations. Ce qui m'a le plus, enfin peut-être pas le plus marqué, mais outre le noir et blanc que j'ai trouvé magnifique et qui est forcément quelque chose qui me parle beaucoup, j'ai trouvé la musique, en fait l'ambiance sonore globale est absolument géniale. Je trouve que c'est très 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 visible, enfin en tout cas audible dès le départ avec la scène du missile en fait qui arrive et qui lui pète les tympans. Qui pète les tympans de Whitehead, puisque c'est quand même un peu lui qu'on suit dès le départ. Et je trouve que tout de suite, en fait, au final, je me suis dit, après l'avoir vu, que ça aurait fait un bon double débrief, en fait, enfin, un bon double feature, du coup, avec Tetsuo. Parce que le noir et blanc, le côté un petit peu, une construction de film particulière, une étude des plans particulière, le noir et blanc, enfin voilà, et le son...
Bah, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien ensemble en fait. J'ai trouvé ça, enfin voilà, j'ai trouvé que ça rappelait un petit peu deux trois petites choses. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un film hyper audacieux et pour tout vous dire, ça m'a un peu fait penser à En attendant Godot. Un petit peu ce genre d'ambiance en fait où là effectivement du coup c'est assez dur de spoiler ce film là parce que qu'est-ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des véritables grosses révélations, bah, ça dépend le sens qu'on met derrière. Donc j'avais vraiment vraiment hâte de voir vous comment vous alliez le réceptionner et de partager ça avec vous. Alors je remonte parce que vous avez déjà dit des petites choses. Bon, on parle encore de la connexion de Cartez. Ton make-up... Oh, merci Neftis pour mon make-up. C'est genre... Après, les make-up rouges, hein, de toute façon. War Movie, film historique, Stoner Movie, le film est assez inclassable. On peut cependant noter des hommages au cinéma bis durant tout le métrage. Je suis d'accord, Kazumi. Désolé pour tous mes petits pavés à venir. Ouais. Alors, Kazumi, on a dit... distille ça avec parcimonie et surtout essaye d'échanger avec les autres. J'ai l'impression d'éduquer un enfant. Mais parce qu'il faut savoir que Kazumi a pensé plein de choses et à peu près, tu m'as dit quoi, 900 mots de notes prises sur le film. Donc il se tâtait à écrire une critique sur Sens Critique, même carrément, histoire de pas nous balancer des pavés. Moi je lui ai dit que, en fait, pour moi, et c'est un rappel qui peut être utile à tout le monde, mais le sens des débriefs, c'est la discussion et l'échange. Donc je suis très contente d'avoir vos avis, mais je trouve que c'est surtout bien de faire ça dans un esprit de discussion, vraiment. Et pas juste chacun balance son truc et voilà. Donc c'est pour ça que vraiment, les pavés c'est cool parce que ça permet d'avoir des choses à développer un peu plus, mais vraiment que ça soit dans un esprit d'échange et de camaraderie, de franche camaraderie. Vous m'aimez parce que je suis encore bloquée au début 2000, c'est ça. Et bonsoir Osmosis, ma meilleure go. La scène où le mec fait caca, meilleure scène, on est d'accord. Bah alors j'aimerais bien qu'on s'arrête pas que à ça. Parce que j'étais sûre quoi, super. Alors c'est soit ça, soit quand il se met des cataplasmes sur la bite. Voilà, caca, bite, c'est bon, on a abordé le sujet, on passe à autre chose. C'est le collier de Claire's. Oui, bah alors c'est un collier il y a très longtemps. Je crois que c'est Claire's, ouais, il me semble. Mais alors il y a, je sais pas, peut-être presque 10 ans. La gestion du son et de la musique, juste, ouais, bah oui, juste cœur, tout à fait, juste au cœur. J'ai adoré l'ambiance sonore, mais le reste, ça sent le manque de budget. Ah, tu trouves, petit Calix? Alors, la question est intéressante. Qu'est-ce que tu aurais changé avec plus de budget? Qu'est-ce qui t'a fait sentir le manque de budget particulièrement? Quand les sons diégétiques s'en vont et qu'on entend juste le mec qui crie dans le vent, mais pas fort du coup, c'était ouf. Oui, voilà. Je trouve que ça... Enfin, on avait vraiment l'impression d'avoir des tympans percés, quoi. Enfin, vraiment d'être à sa place, quoi. Et c'était très frustrant et très réaliste. Le budget est assez limité. Voilà. J'ai une page de notes aussi, alors que je regardais du coin de l'œil parce que je faisais du montage. Ah putain, mais comment vous faites? Mais comment vous faites ça? Putain, mais faire du montage en même temps que regarder un film comme celui-là, en plus, bah, chapeau, hein. Chapeau la colo. Pour le moment, j'attends vos accroches aussi, pas d'inquiétude, tout va bien. Ok. Du coup, j'ai eu du mal à suivre le film, on va pas se mentir. Ouais, bah, attends. Ouais, voilà, bah, petit Calix, on est d'accord. Encore une fois. Il y a quand même un thème récurrent dans les films qu'on débrief. Comment ça, Neftis? Quel thème à quel thème penses-tu? Même en regardant sans faire rien d'autre, c'est compliqué à suivre, c'est clair. Je trouve aussi pour le côté manque de budget, mais à mon avis, c'est volontaire. Il y a des scènes que j'ai repassées plusieurs fois. À la bite! Ah bon? Parce que... Je sais pas si... Je sais pas. Nuns That Bite, ok. Tetsuo, ok. Godzilla, pas trop de beats. Gamera, pas trop de beats. Daimajin, pas trop de beats. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Annihilation, pas trop de beats. Enfin, je sais pas, on va pas tous les faire, mais bon. je vous trouve très réducteur. Je pense que le film a pas dû avoir un budget colossal, donc il compense par l'inventivité lors des passages psychédéliques. Ah oui, la montagne sacrée aussi. Oui, et puis c'est surtout que c'est quelque chose de très épuré. On a très peu d'acteurs. On a un décor qui est épuré aussi. Encore une fois, c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup penser à En attendant Godot, et parce que ça m'a fait penser à une
une adaptation que j'avais vue au théâtre qui était très dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est le dénuement, mais du coup c'est un dénuement qui ramène aussi pour moi au dénuement de la guerre et au dénuement des hommes face à la religion, parce que c'est des thèmes qui sont abordés dans le film et qui sont très présents. Donc pour moi, c'est plus aussi peut-être pour nous mettre dans un état d'attente, c'est-à-dire que on va avoir cette avidité d'avoir quelque chose qui se passe ou d'avoir quelque chose qui accroche notre regard. Et je trouve que du coup, ça a mis beaucoup plus l'accent sur la réalisation. Ce qui fait que du coup, je trouve que ça se tient. J'aurais pas mis plus de budget pour ça. Enfin, Après, c'est un avis, hein. Toute l'intro avec la bataille, il n'y a rien, juste quelques lances derrière une haie. Au niveau de la technique aussi, le cadrage, la création des plans est folle, mais j'ai un ressenti bizarre. L'image trop nette peut-être, ok. Alors, épuré ne veut pas dire cheap et sans le sou non plus. Non, non, pas du tout. Oui, enfin, on est d'accord, Bad Monkey, je pense. Alors, Kazumi, tu dis la réal est quand même bien propre, un petit côté Tarkovsky pour les grands plans d'ensemble. Des poses dignes d'un Bergman. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le côté Tarkovsky-Bergman, moi j'y ai pas mal pensé. Notamment le 7ème saut. Pour ce côté aussi d'avoir la présence permanente de la mort, mais d'une façon un peu détournée. On sent que l'ami Ben a bien bossé sa culture ciné, et ce maître alchimiste et sa bande de suiveurs drogués, c'est une ref à la montagne sacrée, peut-être le coup du chapeau, tout ça, il y a peut-être effectivement des clins d'œil. Un film qui, d'ailleurs, avait déjà utilisé une métaphore autour du caca, ouais, tout à fait. La guerre, je la sens pas trop non plus, déjà parce que les deux alchimistes s'en tiennent éloignés. Oui, mais parce que ce sont des déserteurs, donc je pense que, enfin... La guerre est évoquée, mais plus dans la façon dont la ressentent les hommes et dont les hommes peuvent la fuir aussi, et pas vraiment l'intensité ou l'atrocité du combat, en fait. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. En fait, je ne sais pas quoi en penser. J'ai senti un côté Jodo et aussi Tarkovsky. Je pense sincèrement me le refaire dans de meilleures conditions. Ok, j'ai bien aimé l'aspect épuré de la guerre, où ils sont seuls, genre pendant cette grande révolution anglaise, t'avais Kate Gus qui faisait ça. Oui, et puis c'est surtout... la vie continue, elle ne se limite pas qu'à ça, et en même temps, elle pousse les hommes dans leur retranchement. Moi, j'ai senti ça comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle pousse les hommes un peu vers la folie, ou vers une attitude qui les pousse, enfin, voilà, à chercher un trésor, à prendre de la drogue, à manipuler des hommes, enfin... Ils viennent et reviennent à la guerre, ceci dit. Mais ce qu'ils trouvent entre les deux, c'est aussi très violent. Exactement. C'est-à-dire que ça les pousse à se retrouver face à eux-mêmes. Et moi, j'ai trouvé ça fou, ouais. Au début, je me disais, mais putain, mais... dans quoi on va s'empêtrer entre guillemets, parce que c'est vrai que comme le disait Calix qui a commencé, enfin en fait il n'a pas commencé le débrief, mais il disait juste qu'il avait testé le film un peu au hasard pour voir si le fichier était bon, et il m'a dit putain ça a l'air austère. Et c'est vrai qu'il est austère ce film, enfin c'est pas une question de noir et blanc, mais il se passe beaucoup de choses, et en même temps il y a des grands moments d'errance. Il y a des grands moments de dialogue aussi assez improbables, parce qu'il y a parfois effectivement des dialogues qui sont assez puissants, et en même temps il y a des trucs qui sont complètement à côté, complètement triviaux, on va dire. Et c'est ça que j'ai trouvé cool aussi, quoi. C'est pas juste des espèces de grosses métaphores dans tous les sens. Whitehead est à la poursuite de l'autre qui est irlandais, donc peu concerné par la première révolution anglaise. Même si le roi Charles voulait envahir l'Irlande. Oui, O'Neill, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le trésor. Le trésor, c'est entre nous, les gars. Ça faisait sitcom, ça m'a bien fait rire. La réponse était dans ton cœur depuis le début. Juste pour savoir, mon pavé est passé. Ça dépend. Ton pavé à propos de quoi? J'ai eu le pavé qui terminait par la métaphore sur le caca. Si ça peut te... Ah, Kazumi, attends. Tu vas pas monopoliser le débat non plus, parce que... Toujours dans le dialogue et l'échange, Kazumi. On s'était mis d'accord là-dessus. Ah, putain.
Ah, il est inarrêtable. Alors, donc, on continue. Je pense qu'il faut que je trouve un autre moment dans la semaine pour regarder ce genre de film. Ouais, petit Calix, effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit la première fois que t'aies la sensation que c'était pas le bon moment. Peut-on faire plus trivial que de chier dans les orties? Bah... Ouais, en même temps, bah, c'est pas, c'est des considérations, mais je trouve que ça participe à la création des personnages. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi parce que j'ai trouvé que les personnages étaient campés assez rapidement. C'est un peu difficile de s'y retrouver au départ parce qu'ils se ressemblent un peu, enfin voilà, mais les personnages sont bien amenés en fait. Et sont assez complexes en fait. Enfin, ouais, j'ai trouvé. Et puis le jeu des acteurs, quoi. Ça, quand même, les performances d'acteurs sont remarquables, je trouve. Alors, c'est parti pour Kazumi. Le film semble jouer sur la confusion, notamment celle des 4 protagonistes. Ah, je vais y arriver. Celle des 4 protagonistes durant la guerre qui doivent réfléchir à leur identité et ce en quoi ils croient, mais aussi celle des spectateurs à qui le contexte historique n'est pas expliqué ni même la raison de cette guerre. Mais ça, on s'en fout un peu. C'est la guerre en fait, mais je suis pas sûre que ça influe réellement sur le... Enfin, moi, ça n'a rien changé, en fait. C'est pas très grave. Au final, j'ai l'impression que les persos, au moins le protagoniste, est en guerre avec lui-même comme incomplet. Sa partie manquante serait donc l'alchimiste. Il pourrait sembler symboliser le bien et le mal, mais tout au long du film, leur identité semble lentement fusionner jusqu'à ne former plus qu'un. Oui, mais c'était pour rebondir sur ce qui a été dit. Non, mais oui, Kazumi, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a aucun problème, c'est juste que... Ce serait dommage que ce soit juste monopolisé par tes pavés, en fait. Ça rend le tout moins fluide. L'identité des spectateurs, il y avait des regards caméra volontaires et j'ai pas pigé, mais c'était très marrant. J'attends vraiment les accroches en plus. Non, mais t'inquiète, je me doute que c'est relou que je balance comme ça de texte. Non, mais t'inquiète, il y a aucun souci, c'est juste qu'il faut que ça reste fluide. Pas oublier que le contexte de la guerre est ultra connu du spectateur anglo-saxon, qui est le premier public du film. Ouais, tout à fait. C'est marrant parce que pendant un moment, je me demandais si ça allait être une histoire de personnalités multiples. Oui, enfin, c'est un petit peu... Et on est en droit de le croire, et Osmosis, je pense qu'on peut tout à fait se dire ça. Il y a plein de... Il y a plein de moments où on peut se dire que c'est presque une seule et même personne, quoi. Il n'y a pas d'explication explicite du contexte, et pour moi, ça participe à la confusion voulue par le film. Et je pensais développer là-dessus un peu plus tard. Ouais. Je sens que tu vas développer plein de choses plus tard. Mais en tout cas, ouais, en fait, je pense qu'on est en droit d'avoir à peu près toutes les hypothèses possibles et imaginables sur ce film. C'est-à-dire que c'est légitime. Le plan de fin peut nous laisser supposer qu'il n'était que 3 et pas 5, en fait. Parce que si même la mort n'a pas de prise sur eux, à ce moment-là, tout est remis en question. Pour moi, à partir du moment où les morts se réveillent, en gros, on part du postulat que tout est possible finalement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Les 2 ombres du début, c'est les fantômes de ces 2 amis qui meurent par la suite. Tout pourrait être dans sa tête. Oui, et en même temps, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Enfin, voilà. Et là, je me demande si mon pavé est passé. Le Cartas, non, j'ai pas vu. Une personne qui serait choquée par la violence de la guerre. Sinabre, à quoi tu réagis? J'ai pas... Et alors sinon aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, tous les plans... Je sais pas s'il y a des trucs qui sont décousus, j'ai l'impression peut-être que vous avez eu des morceaux que je n'ai pas eu. Bref, c'est pas grave. Mais c'est cool. C'est bien. Tout le monde a des choses à dire et ça ne m'étonne pas sur ce film-là. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous aviez pensé des plans où ils ne bougent pas. Alors, c'est pas des plans fixes réellement, puisqu'on voit volontairement qu'ils bougent un petit peu. Mais pour moi, ça faisait un peu référence à des gravures, en fait. Comme si c'était... ouais, des illustrations finalement. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Parce que, en fait, c'est trop bizarre. Et en même temps, ça passe. C'est quoi ton problème avec les mains? Une punchline digne d'Hollywood? Alors, c'est plutôt une punchline digne de vous envers moi. Mais oui, j'ai mis... D'ailleurs, j'avais fait un screen que j'ai mis sur Twitter. Évidemment.
C'est des tableaux, ces plans. Bah oui, oui, tout à fait, absolument. C'est des tableaux, c'est des gravures, c'est des dessins. Enfin, en tout cas, ça permet de s'arrêter sur une scène. Et c'est un petit peu comme si... Moi, j'ai vu ça comme des chapitres, presque. Vous savez, les petites illustrations qu'on peut avoir en haut des chapitres quand on passe d'une page à l'autre. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup, ça donne une dimension complètement différente à la narration. Et c'est là que je dis que du coup, c'est un film qui est assez audacieux. Et c'est pour ça que je trouve qu'au final, le manque de budget, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux, quoi. Pas du tout. Mais je pense que... moi, ça me rappelait des tableaux de transition au théâtre. Oui, tout à fait, ouais, absolument. Je réagissais à la conversation à propos du fait qu'il soit seul et que tout pourrait se passer dans sa tête. Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord, comme un traumatisme de guerre. Ok, Cinabre, ouais, bah, c'est intéressant. Tout à fait, ça se tient. Mais moi, je pense qu'effectivement, ouais, j'ai trouvé le son tellement chiadé et la BO de Jim Williams. Alors, d'ailleurs, moi, j'avais pas du tout regardé qui avait fait quoi, enfin voilà. Et à un moment donné, dans le film, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et effectivement, en fait, Jim Williams, c'est celui qui a fait la BO de Grave. Et il y a quand même, franchement, des passages qui y font terriblement penser. Donc, et c'est un plus. C'est vraiment, il y a des trucs qui m'ont fait penser à Wolves in the Throne Room aussi, à l'album Célestial, je crois. Justement, ce qu'on est en train d'entendre. Là, vraiment, j'espère que vous entendez un peu la musique. Mais vraiment, incroyable. À plusieurs reprises, je me suis dit, waouh, quel talent. Alors, il y a des pavés dans tous les sens, c'est parti. Alors pour moi, c'était la Renaissance. J'ai noté, ils sont figés dans leur corps, mais pas dans leur esprit, parce qu'ils bougent légèrement. Est-ce que c'est ce que Whitehead ressent sur les relations entre les personnages à un instant T, par rapport à son amour pour la religion, les idoles, tout ça? Pas con. Pas con, pas con. La réal aussi cherche à nous confuser avec le passage épileptique, le sound design qui enlève des sons diégétiques, les plans tableaux, le noir et blanc, les plans à l'envers. Est-ce que cette confusion mélangée à ces absences de sons, de couleurs, de mouvements, de nos habitudes en somme ne souligne pas justement qu'il nous reste à contempler? Oui, de toute façon, je pense que, et c'est intéressant, c'est pour ça que je dis que ça me faisait un petit peu penser à Tetsuo, c'est qu'on est sur un film qui ne cherche pas à nous donner des repères. En tout cas, voilà, pas des repères auxquels on est habitué. C'est-à-dire que même au niveau de sa construction, même en termes d'intrigue en soi, il y a plein de choses. Enfin, alors en plus, alors ça pour le coup, je trouve que le fait de mettre un avertissement à l'épilepsie en tout début de film, eh ben, c'est un peu une façon de commencer le débrief. C'est-à-dire que moi, du coup, je m'attendais à tout moment à ces plans-là. Où je me suis dit, mais quand est-ce que ça va arriver? À partir du moment où il commence à bouffer la soupe avec les champis dedans, là, je me suis dit, allez, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et du coup, j'attendais à fond. Mais voilà, comme quoi, il y a des choses qui peuvent te conditionner à attendre. Et je m'attendais, en fait, je savais pas si ça allait être du coup des effets stroboscopiques de couleur, ou si ça allait être en noir et blanc quand même. Mais du coup, c'est quand même en noir et blanc. Mais et c'est assez long, en fait, effectivement. Hein, donc c'est vrai que je pense que, voilà. Encore une fois, Nephthys... je pense que tu fais bien de t'abstenir. C'est vrai que j'avais pas pensé au théâtre aussi, mais oui, ouais, à fond. En fait, je vais reprendre ce que j'ai dit. Je préfère dire budget limité parce que plutôt que manque de budget. D'accord, je vais y arriver. Un budget plus important n'aurait amélioré que certains points, la technique, mais pas la narration, le sens du cadrage. Ouais, oui. Bah, je pense que de toute façon. En termes de construction, c'est pas vraiment une question de budget, quoi qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire que le réalisateur, après, il fait les plans qu'il veut. Hein. Qu'il ait des sous ou pas, sa caméra, il la plantera au même endroit. Mais après, enfin, c'est ton droit, hein, Calix, t'as tout à fait le droit de penser qu'il y a un manque de budget. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'a frappé. Voilà. Même en termes de costume, enfin, j'ai trouvé que ça se posait bien, quoi. Le film n'est pas un drame historique comme le titre le laisse supposer, mais une exploration psychologique. J'ai fait une remarque sur Tarkovsky, et un peu comme dans le film de ce dernier, cette absence de couleur nous fait nous concentrer sur les reliefs. Les textures, les contrastes, les lignes de l'image, ouais, tout à fait. Non, c'est pas grave, Kazumi, t'inquiète. Après, English Revolution, c'est que le titre en français. Hein. Moi, je préfère me concentrer sur le titre original qui est A Field in England, qui lui, pour le coup, ne nous laisse aucune piste et qui nous parle juste d'un champ.
et que je trouve beaucoup plus intéressant. Je vois pas l'intérêt de l'avoir traduit, ce titre-là. Enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. Je vois pas l'intérêt de traduire les titres. Je suis désolée, encore fatiguée. Hein. Le dimanche, pour moi, c'est pas bon. Ah oui, d'accord, ok. Encore des pavés Kazumi. On se calme. On se calme. Quelqu'un va chercher Kazumi. Ça y est, il est parti dans la stratosphère. Mais bon, en tout cas, bon, attendez, je vais lire ce que dit Kazumi, parce que sinon ça va être le bordel. Ces plans en miroir pourraient donc ne pas signifier notre incapacité à remarquer les différences, mais plutôt les similarités. Ce trou noir dans le ciel nous renvoie à l'œil qui le regarde, marquant par là même une rupture avec la réalité telle que nous la connaissons, mais une continuité dans la perception de celle-ci. Alors pour moi, c'était aussi un peu une façon d'assimiler Dieu à un trou noir aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant. La consommation de champignons comme le noir et blanc nous force à voir le monde autrement. Comme le montage particulier nous force à voir le film autrement. 2 images à la fois, 2 personnages, 2 lieux, un miroir, on tient là un thème visuel constant du film. Absolument. Kazumi, on ne l'arrête plus. Pour revenir sur l'idée des personnalités multiples, le fait que ce soit en noir et blanc m'a dérangé pour reconnaître les différents persos. Oui, Osmosis, et en même temps, du coup, je trouve que, bah voilà, encore une fois, le fait qu'ils se ressemblent un peu, enfin, ils se ressemblent sans se ressembler, il y a des choses qui se rejoignent et tout, mais ça pourrait être une même facette, enfin, plusieurs personnalités d'une même personne, quoi. Différentes facettes d'une même personnalité. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Voilà. Alors, un budget plus important aurait permis de mieux développer la bataille, le contexte pour ensuite nous livrer seul avec ses protagonistes. Alors encore une fois, Calix, là par contre je ne suis pas d'accord, parce que je vois pas du tout l'intérêt que ça aurait eu narrativement de développer plus la bataille. Vraiment, pour moi, c'est pas le cœur du sujet, et ça ne doit pas l'être, et ça doit pas détourner du propos de base. Et je pense qu'on aurait perdu du temps à avoir des scènes de bataille en fait en plus. Et en fait, on se serait dit un peu à la fin, mais what the fuck, pourquoi en fait? Quel est l'intérêt vraiment? Donc après, enfin, bon, c'est mon avis, mais voilà, vraiment la bataille, pour moi, la guerre, c'est un prétexte, en tout cas c'est une amorce, mais c'est pas le sujet quoi. Surtout traduire un titre en anglais par un autre titre en anglais, tout à fait Manmonkey. Où est la cohérence? Le noir et blanc et les plans fixes qui font penser à des gravures Jean-Gustave Doré me font penser à des livres de magie hermétique. Des livres de magie hermétique? C'est un style de magie, Gabonga? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est hérétique que tu voulais dire? Ou le H majuscule me laisse supposer que c'est... Je ne sais pas, si tu peux développer. Le cercle noir dans le ciel m'évoque surtout le miroir de divination. Oui, tout à fait, absolument. Qui n'est pas un miroir classique, mais un disque noir. Absolument. Le conflit guerrier historique en soi n'apporte rien au propos, je trouve. Voilà. Calix et Doline sont pas d'accord. Ouh, le film de la discorde. Non, 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 mais non. Ah là là, vous avez vu? Ça c'est pareil, hein. C'est comme on dit, voilà, dans le film, le côté épuré nous rend très avide de tout. Et là c'est pareil en fait. Vous êtes très avide de conflits entre Calix et moi. C'est pour ça qu'on vous fait le spectacle. C'est un peu comme si on faisait du catch là. On a répété avant pour pas être d'accord sur ce sujet-là, pour vous donner un petit pestacle. Mais en fait, au fond, on est d'accord. C'est pour nous faire croire qu'ils ne sont pas la même personne, ouais, c'est ça. Je pensais pas être témoin de ça un jour. Et ouais, comme quoi, il faut vraiment venir assister au débrief. Hein. Il se passe des choses folles. Mais vraiment, ouais, Dolly et El Santo et Calix et Blue Demon. C'est clair. Ah là là. En fait, on se met d'accord avant le débrief, voilà, c'est ça, on répète toujours, voilà, là je suis prête à lui faire un petit Germaine suplex. Bim! Petit coup dans la carotide, là, tac! Non, mais non, c'est pas ça, c'est plus sur le... Ouais, c'est plus sur la question de sur quoi se concentrer, en fait, sur le film. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que j'ai... Enfin, dès le départ, il y avait ce côté aussi un petit peu contraste entre... attendez. La magie hermétique, c'est la magie qui s'est développée dans l'Occident chrétien. Ah d'accord, ok. Autant pour moi, je ne savais pas. Me lancez pas sur Blue Demon, bah non, hein. Je te lance pas Calix, c'est pas de ça qu'on parle en fait. C'est pas ça le débrief aujourd'hui. L'hermétisme est un style de magie qui a été très répandu au Moyen-Âge, dont le livre référence est Le Grand et le Petit Albert. Ok, très bien. Lecture assez intéressante. Très bien, bah merci Gabonga. C'est cool.
Ça doit être quelque chose que j'ai vu passer, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Donc, ouais, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le contraste entre Whitehead et celui qui est un petit peu plus... Comment il s'appelle alors, attendez, est-ce que j'ai noté ça Trower. Donc, celui qui est un petit peu le simple d'esprit de la bande, mais en fait, qui ne l'est pas vraiment, selon moi. Enfin, en tout cas, qui a juste un point de vue un peu différent. Mais quand l'autre lui parle d'astrologie, et quand Whitehead lui parle d'astrologie et qui lui demande mais t'as jamais regardé le ciel en fait, enfin t'as jamais regardé en l'air, et l'autre lui dit bah non, et en fait c'est marrant qu'il lui dise ça au moment où ils sont en train de se cacher à terre. En fait ça montre que en fait il y a vraiment un contraste et que c'est pas les mêmes impératifs, et que c'est vraiment voilà, entre les hommes de science entre guillemets et les hommes de terrain, cette espèce d'opposition où voilà, encore une fois c'est pas les mêmes impératifs, et je trouvais ça intéressant parce que d'emblée on se dit que l'autre effectivement il est peut-être un peu con, et en fait on se rend compte que pas du tout. Même à la fin, enfin quand il meurt, en fait il meurt pas vraiment parce qu'il revient après, mais et que son pote lui dit que s'il avait su il l'aurait vachement plus respecté, ou en tout cas que voilà il l'aurait considéré différemment. Bah du coup nous on se retrouve un petit peu à la place de ce mec là, en se disant mais c'est vrai en fait, on a ces a priori là, et on en revient un peu au mépris de classe, alors qu'en fait c'est basé sur rien quoi. Ah ok, allez c'est reparti. Oh putain, des pavés dans tous les sens. Alors, les personnages qui tirent à la corde sont attirés par ce qu'ils tirent, ils sont tirés par l'autre extrémité, l'alchimiste en l'occurrence, mais le film, voulant perdre nos repères, comment savoir dans quelle direction la corde a réellement été tirée, sans doute dans les deux sens à la fois. Ce qui me fait me questionner sur la présence de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'est pas le but de la quête des protagonistes, une absence de trésor. Les codes cinématographiques ont été abattus, comme les croyances politiques et religieuses des personnages. Alors, parfois, on l'appelle la haute magie. Enfin bref, c'est une magie de livre, de symboles et d'initiation. Ok. Et à la différence du mouvement des mouvements plus modernes comme la Wicca ou la magie du chaos. Ok, très bien. Non, non, mais Kazumi, c'est intéressant. Quand il meurt avec ses super confessions, c'est clair. Meilleur moment. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, quoi. Si trouve ma femme et dis-lui que je la déteste. C'est parfait. Encore une fois, ça prouve bien aussi les codes cassés, quoi. Mais oui, je suis assez d'accord sur le côté qui tire la corde. Et c'est surtout qu'en fait, au départ, ils savent pas ce qu'ils tirent. Et ils tirent quand même. Et alors qu'ils sont tous tellement fiers d'être un peu indépendants, de s'être un petit peu enfin, d'avoir pris leur indépendance vis-à-vis de leur maître, que ce soit que le maître soit réellement un maître comme celui de l'alchimiste de Whitehead, ou que le maître soit la guerre, ou que voilà. Et en fait, finalement, ils se retrouvent quand même asservis, encore une fois, quoi. Et voilà, c'est un constat qui est pas très rigolo, au final, qu'on est toujours l'esclave de quelqu'un d'autre. Alors, Kazumi, tu me fais mal à la tête. On sait pourquoi O'Neill était attaché à une corde. Bah, en fait, le truc, c'est qu'en plus... Enfin, c'est ça qui fait penser que ça peut être la même personne, parce qu'en fait, Whitehead se retrouve aussi lui-même attaché à une corde. Et c'est qu'en fait, à partir du moment où l'homme a l'ascendant, plutôt que de partager et de ne pas se mettre en situation de puissance et de domination, bah, il profite tout de suite de ce pouvoir-là, quoi. Plutôt que de mettre tout le monde sur la même échelle, bah, y en a toujours un qui prend le pouvoir alors qu'il a lui-même été asservi avant, quoi. Que je me suis fait sa sœur plusieurs fois, voilà. Et dans le cul. Eh oui. Donc du coup, voilà, c'était très drôle, le mec qui répond si j'avais su, je t'aurais respecté, bah voilà. Ils se sont sur... Alors... Ils se sont surtout défoncés quand ils... Ouais, ils sont défoncés quand ils tirent à la corde, genre Las Vegas Parano au Moyen-Âge, c'est clair. Ouais, tout à fait. Et il y a beaucoup d'humour dans le film, ouais, absolument, tout à fait. Et c'est un humour qui est bien foutu, je trouve, en fait. Et ça détend. C'est-à-dire que, enfin... Alors que les propos sont quand même assez lourds, entre guillemets, enfin, assez intenses et tout,
Quand il fait des petites blagues, et tous les personnages, en fait, ont vraiment des choses à apporter. Par contre, parlons de la scène où Whitehead sort de la tente avec la corde. Mais cette scène est géniale. Le regard qu'il a, l'attitude, son espèce de sourire, la musique, tout est ouf. La scène est longue, en plus on le voit juste marcher comme ça avec une espèce de démarche saccadée, hyper angoissante. Cette scène était incroyable, elle était folle. C'est pour moi une des meilleures scènes de tout le film, quoi. Whitehead se fait traiter au début du film d'homoncule. J'ai pensé pendant un moment qu'il était en fait un être artificiel créé par le maître. Ah ouais, je ne sais pas. Bah, encore une fois, c'est la confusion reste intense jusqu'au bout. J'ai noté le maître en a fait son doudou avec une séance de shibari. Ouais, alors putain, normalement shibari c'est consentement. Hein. Je le rappelle, la clé du BDSM c'est le consentement. Si la personne crie comme Whitehead crie, c'est pas bon. Il faut arrêter. Normalement, il y a un safe word à un moment donné. Mais après, c'est surtout que quand il sort de la tente, moi au début, quand j'ai vu son sourire, je me suis dit, mais est-ce que finalement c'était Whitehead qui criait ou est-ce que c'était O'Neill? Et du coup, encore une fois, ça montre cette espèce de relation qu'ils ont entre les deux là. On sait pas ce qui se passe dans la tente, on sait pas. Et encore une fois, du coup, confusion quoi. Deuxième métaphore de naissance du film après le gars qui chie dans les orties avec la remarque de son pote, ouais. Et là, il a comme un cordon ombilical qui le relie à l'intérieur de la tente, tout à fait. Ouais, on sait pas qui crie, bah non. Et le cri est atroce, et c'est vrai que de faire des gros plans sur les visages de tout le monde, et je suis désolée, je crois que j'ai un poil d'Elvis qui est coincé dans mon piercing. C'est affreux, ça me chatouille de ouf. Je suis désolée pour cet instant glamour, mais... je quitte le live 20 secondes, je reviens, ça parle de BDSM. Bah oui, bah écoute Sinabre, toutes les occasions sont bonnes. Après ça, la tente devient hyper tendue symboliquement, ouais. Et comme elle s'envole à la fin... Et le moment où il repasse la scène où Whitehead sort de la tente attachée, mais avec l'effet miroir, et que lorsque les deux parties de lui fusionnent, et qu'on a ce bruit de succion et d'os qui craque, il y a une vraie recherche esthétique et expérimentale. Ouais, il y a beaucoup de recherches en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous sont proposées et qui sont là à la fois pour nous aider et nous apporter des pistes, et à la fois aussi pour complètement nous désarçonner. On notera le courage du soldat. La Sodo, c'était direct le bûcher à l'époque. Un homme héroïque, ouais, c'est clair. C'est beau. Tout ça juste pour emmerder sa femme. À la fin, ça fait plop, ça m'a fait tellement rire. Mais oui, mais Osmosis, d'ailleurs, on l'entend dans la... Je montre mon casque, mais on s'en fout. Mais on l'entend dans la BO, ouais. Le petit plop. Genre... Ça sort d'où? Quand Whitehead sort ligoté, je pensais qu'il avait perdu la raison à cause du mauvais traitement de Neil. Bah, en fait, en quelque sorte, enfin... Il est comme hypnotisé, en fait. Il est sous son joug. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a... il n'y a pas de moment de rupture entre son état là et le fait qu'il redevienne à peu près normal. Ce qui peut nous laisser supposer... Voilà, il est ensorcelé, c'est le mot que je cherchais. Merci. C'est difficile. Mais en fait, je remarque que quand c'est une chanson avec des paroles, j'arrive plus du tout à me concentrer parce que j'entends les paroles et je pense que si je dormais plus et que je travaillais moins, j'arriverais à mieux le faire, mais pas le cas pour le moment. Mais bref, en tout cas, ce qui peut supposer que suite à cette séance de la tente, bah il ne sera plus jamais le même. Ça, on le sait, mais bon. Et il vomit quand même des pierres. Alors, il ne vomit pas des pierres, il vomit des runes. Ce qui est encore plus bizarre. Et ce que je trouve fou, c'est que il vomit des runes, mais rien n'en est fait. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu développé, qu'on sache s'il y avait éventuellement un petit message derrière, ou voilà, mais pas vraiment. Oui, par perdre la raison, j'entendais réduit à un état animal, ouais. Moi, j'aime bien cette balance entre scènes étranges, voire violentes, et des scènes d'humour très ridicules. Celle quand il fait caca. Oui, j'ai adoré cette scène, mais j'insiste pas plus. Oui, Cartas, ça ira. Je pense que faut passer à autre chose à un moment donné. Il a pas
pas dépasser le stade fécal, Cartas. J'ai noté torture psychologique sous la tente, mais j'ai pas noté ce qui m'y a fait penser. J'aime bien Osmosis, c'est vraiment des bribes, quoi. Je vous laisse ça là. L'alchimiste a l'air de savoir quoi en faire, mais nous non. Sans doute pour ça qu'on ne nous le montre pas. Tout à fait. Voilà, on n'a pas les clés pour le faire. Mais ça peut renforcer aussi la position un peu de supériorité de l'alchimiste, quoi. Vomir des runes ou des pierres de l'extérieur, ça a l'air douloureux. Alors, pas tant douloureux, mais c'est plus, genre, ça arrive, genre, tiens. Oh, pas merde. O'Neill avale les runes avant de dire qu'il ne fait qu'un avec Whitehead juste avant le cauchemar pour l'épileptique. Il les avale, Mad Monkey? Ah, j'ai pas vu ça. Pour les pierres, avaient été mises là par O'Neill, d'où le hurlement. Ah, c'est ça pour toi, petit pudding? J'étais en train de faire du montage à côté. Bah oui, non mais Osmosis, il y a pas de souci. J'ai un humour con, faites pas attention. Si ça se trouve, elles ont été mises par la sortie et sont remontées jusqu'à l'entrée. Ça pourrait expliquer cela. Ah oui, moi j'avais pas... parce que en fait, j'ai l'impression que Whitehead découvrait les runes aussi. Alors que si si O'Neill les lui avait mis dans la bouche, a priori, normalement, il a dû voir, quoi. Enfin... Il aurait dû être au courant un peu en amont, quoi. Je sais pas trop. Bah écoutez, peut-être. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je le revoie aussi. Mais vraiment, hyper contente. C'est un film qui m'avait déjà été conseillé et qui m'a été reconseillé il y a pas longtemps par un ami et qui m'a dit je pense que ça devrait te plaire vu ce que tu regardes. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un moment donné où ça te parle. Et ouais, carrément. Et puis vous voyez, il y a plein d'interprétations. Et puis ouais, c'est vrai que le fait que les morts reviennent et le fait que Trower du coup attire O'Neill vers Whitehead et son pote, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On se refait une deuxième séance, ouais, c'est clair. Comme il est ensorcelé qu'après il brise le sort, il s'en souvient pas. Ah oui, d'accord. Ok. D'ailleurs, ce qui fait penser que c'est une torture psychologique, c'est aussi parce que t'entends que des cris sans bruit d'os qui cassent ou de chair qui s'arrache. Ni même O'Neill qui a l'air de faire des efforts pour lui faire du mal. Oui, alors de toute façon on voit rien en fait. Maintenant, pour moi je pense que c'est... Alors, torture psychologique, oui, et puis effectivement ensorcellement, quoi. À base de petites formules, de trucs comme ça, mais c'est vrai qu'on se concentre uniquement que sur le ressenti de Whitehead. Ce qui rend du coup aussi O'Neill assez inhumain, en fait, au final. Puis il a pas de sang. Ouais, tout à fait, il y a pas de sang. Et quand on le voit sortir de la tente, moi je regardais pour voir s'il y avait du sang sur sa chemise ou sur ses mains, ou s'il y avait des traces de quoi que ce soit, mais en fait pas du tout. Alors, c'est reparti pour l'instant Kazumi. Je me pose la question de la place de la violence dans le film, de ce qu'il veut souligner avec, comme ce gros plan où l'alchimiste perd son bout de jambe, ouais, tout à fait, ou quand la balle lui explose le crâne, que ça paraisse très violent, si on le perçoit à travers les yeux du perso défoncé, ça fait sens, mais sinon je vois pas. Il n'y a pas de trésor égal, on ne gagne rien à travers la guerre. Le Quar devient brave et entre dans la spirale de la violence, gros classique au final. Il devient même l'alchimiste, l'ennemi qu'il a combattu. On est presque sur du cliché lourd en fait, mais le reste du film vient utiliser ces tropes pour en faire quelque chose de plus original. O'Neill est pas mal qualifié de diable quand même. Oui, tout à fait. On a fini avec les pavés, vous inquiétez pas, ok. C'est cool. Il y a des tas de façons de faire mal sans faire saigner ou que ça se voit, tout à fait. Il faut demander à la police nationale pour ça. Elle est très balèze dans ce domaine. Mais sinon, tu disais quoi? La violence, moi je trouve ça... c'est aussi intéressant que ce soit ce genre de violence-là dans un film qui, a priori, traite aussi un petit peu de la guerre, mais de montrer qu'au final, la guerre est violente parce qu'elle est faite par les hommes, et pas simplement parce que c'est la guerre. Et que de toute façon, même sans ça, même loin de la guerre, même en essayant de s'en éloigner, la violence reste toujours intense, en fait, au final. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de montrer que, même au final, dans un groupe
où il n'y a que 4-5 personnes, ça peut être la guerre quand même, aussi. Ça balance, oui, bah, pardon, mais... Je me laisse sur la police parce que je sais que Wirgash est pas là, ouais, c'est ça, c'est notre Marcel Patulacci. Bah, ça prouve bien, hein. C'est QFD, hein. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est... Est-ce que c'est une violence gratuite ou pas? Bah, la question se pose, mais je pense pas, parce qu'elle dénonce quand même quelque chose, et elle a quand même une signification derrière. Pardon, désolée, je m'étouffe. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, moi? Ouais, les plans aussi très rapprochés d'herbe. J'ai trouvé ça génial. Même les plans de sang. Alors d'ailleurs, pourtant, quand Whitehead sort de la tente... je suis désolée, j'ai avalé de travers. Quand Whitehead sort de la tente, juste après, à un moment donné, il tombe un petit peu et on voit du sang dans l'herbe. Ce qui prouve que, bon, il y a quand même eu, à un moment donné, violence. Mais ça rejoindrait le fait que c'est à ce moment-là que O'Neill lui a mis des runes dans la gorge, je pense. Du coup. Je voulais juste dire qu'une fois défoncés au champi, tous nos sens sont exacerbés, alors on pourrait percevoir la chose plus violemment qu'elle n'est IRL. Ok, d'accord. Même si sans doute déjà horrible. En tout cas, je vois qu'on a des lectures très différentes. Regarde, de toute façon, t'as retenu le caca, et... bah voilà. Non, je déconne. On sait pas s'il n'y a pas de trésor. Après tout, il y avait bien un truc... Sérieux, au pif, c'était quoi la probabilité de trouver quelque chose? Oui, un squelette. Il y avait peut-être quelque chose de précieux en dessous. Oui, c'est possible. Et en même temps, du coup, comme il dit, voilà, le trésor est entre nous. Mais c'est toujours le classique des quêtes initiatiques. C'est pas forcément la fin qui... la fin ne justifie pas les moyens. Mais c'est surtout, c'est le chemin qui compte et pas le résultat. Il me semble qu'un perso l'ouvre et dit qu'il n'y avait rien. Non, Kazumi. Il n'y a pas de... Il y a pas de boîte. Il n'y a pas de trésor, en fait. Il y a juste un crâne. Je me suis demandé ce que c'était que le squelette. Ben, en même temps, après, je pense qu'à cette époque-là, en Angleterre, dans les champs, il y avait rapidement des squelettes. ça arrivait sans doute bien plus fréquemment que de nos jours. Pour les plants de l'herbe, j'ai noté que ça arrivait juste avant les débuts de délire. J'avais l'impression que c'était le point de vue de la brume ou du vent. Ce qui fait penser à la fin, du coup. Ok, bah pourtant on en a un tout au début, alors que personne n'est défoncé. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, Whitehead, face à O'Neill, O'Neill lui dit quoi? Il lui dit qu'il pourra pas sortir de ce champ, je crois, ou un truc comme ça. Et Whitehead lui dit, dans ces cas-là, je deviendrai ce champ. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que... cette espèce de métaphore de fusionner, encore une fois, si je ne peux pas détruire ou fuir ce qui me hante et ce qui me tourmente, et ben dans ces cas-là, je le deviendrai pour régler le problème. Et ben du coup, on voit bien que en fait, à la fin, en prenant ses habits, Whitehead devient O'Neill parce qu'en fait, il pouvait pas le détruire, ce qui pourrait effectivement du coup le ramener à son statut de diable, puisque on peut pas tuer le diable parce qu'il est toujours là, et que du coup, pour l'apprivoiser, eh ben on le devient, on l'absorbe en quelque sorte. Moi, si on me dit trésor et je trouve un crâne, je pense pirate et creuse plus pour trouver le coffre. Oui, mais ça, Bad Monkey, c'est parce qu'on a été nourris à des histoires. À l'époque, c'était peut-être pas tout à fait foutu comme ça. Et puis, ça renvoie à la mort, devenir un champ, redevenir poussière, le squelette... Hop là. Le squelette qui devait être un trésor et patapouf, et voilà. Tout à fait. Quand O'Neill s'est fait exploser la jambe, il s'est écroulé avec un genre de bruit de chêne qui tombe. Alors j'ai pensé au chêne et au roseau de La Fontaine, où le chêne est la royauté et le roseau le peuple qui plie mais jamais ne casse comme un roseau. Et Whitehead Co. Plie sous O'Neill mais sans casser,
car sont vivants à la fin. Oh oui, c'est un peu confus, Cartas. Enfin, je crois que je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu le bordel. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord pour le côté fable, parce que j'avais un peu l'impression d'être face à une fable aussi. Ça m'a fait... Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai pensé à ça. J'ai pas noté plus que ça, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais ça m'y a fait penser. Je crois que j'ai bien fait de ne pas regarder ce film, aussi parce que j'ai l'impression que ça aurait pu déclencher la même colère que la fin de la montagne sacrée. Honnêtement, Nephthys, non. Enfin, pour moi, on n'est pas sur des métaphores aussi évidentes et... Enfin, peut-être hein, que ça t'aurait énervé quand même, mais très honnêtement, je pense pas. En parlant du chant, j'ai eu une impression bizarre par rapport à ce décor, une impression qu'ils ne peuvent en sortir, que tout est entouré par ce talus et cette haie. Oui, tout à fait, et de toute façon, tant qu'il ne se passe pas un élément déclencheur, ils ne pourront pas en sortir, c'est sûr. Et bonsoir, Lullaby. C'est elle qui me l'avait conseillé en tout premier. J'arrive en prenant le train en marche, donc je sais pas si ça a été dit, mais pour moi, le chant est le purgatoire. Désolée pour le... Captain Obvious. Non mais t'inquiète, y a pas de souci. J'ai essayé de résumer ça pour que ça passe cette fois. Oui d'accord Cartas, parce que t'avais fait un gros pavé. Ils ne peuvent pas en sortir en effet, mais c'est une lecture plus sociale pour le coup. Désolée mais il me reste un pavé à faire, ok Kazumi. Ouais, alors oui, moi aussi j'ai pensé au purgatoire. C'est souvent un petit peu le coup classique, entre guillemets, effectivement, quand des personnages sont en pleine remise en question et sont dans un endroit dont ils peuvent pas sortir. Effectivement, en général, il y a ce côté purgatoire. C'est aussi, du coup, un petit peu ce que je sous-entendais, entre guillemets, par le fait que ça m'ait fait penser à En attendant Godot. Parce que c'est ça, et en même temps, ils en sortent à partir du moment où ils n'y croient plus, parce que, bah, en fait, la religion est quand même sacrément remise en question. Alors, qu'est-ce que tu dis, Kazumi? Après, c'est bon, on arrête, hein, ça suffit. Ce film m'inspire pas mal dans l'idée que chacun s'en fera son propre avis et qu'au final, on est, comme le disent les personnages, notre propre maître. Ou du moins, c'est ce que j'aimerais. Oui, ça prouve bien que même quand on est convaincu de le faire, les mecs sont en train de se dire ça alors qu'ils sont en train de creuser pour un autre mec. Donc, on est notre propre maître, mais voilà. Ça dépend qui nous a tendu l'appel. Je pense notamment au protagoniste qui se fait littéralement attacher et qui finit par prononcer cette phrase. Donc il y a une portée littérale dans cette idée. Cet éveil de conscience se traduit autant par le travail sur soi intellectuellement dans des conditions difficiles que par la consommation de champis qui éveille la conscience à travers un autre type de voyage intérieur. D'ailleurs, cette partie hallucinatoire est pas mal faite puisqu'elle montre comment ces drogues peuvent permettre d'affronter ses traumas, en l'occurrence sa perte d'audition temporaire, le gars mort devant ses yeux au début et surtout l'alchimiste. Parenthèse juste, sur une série qui parle de ce genre de magie, Jonathan Strange. Ok, d'accord, petit pudding, très bien. Je promets, j'essaie de me contenir. Oui, Kazumi. Non mais c'est juste que parce que du coup, voilà, encore une fois, la discussion, tout ça. Truc étrange dans le cast, une femme, Saradi, est le chant. Vous vous rappelez avoir entendu la voix du chant? Alors Gabonka, j'ai vu ça, je me suis posé la question aussi. Je me dis que c'est peut-être au niveau des bruitages en fait. On est notre propre maître et notre propre démon. Mic drop. Pouh, c'est qui le patron? Non, ça ne dépend pas de qui a tendu l'appel, ça dépend plus de qui a un mousquet. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit, moi j'ai trouvé ça très intéressant, les plans où ils sont derrière la pelle, c'est-à-dire qu'ils deviennent leur instrument de torture, entre guillemets. Enfin, ils deviennent leur instrument de soumission, puisque finalement, la pelle est quand même un peu la soumission. J'attends vraiment les perches, promis. Non, pas de soucis, Kazumi. Pas de soucis, mais voilà. C'est long. C'est gros. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Ouais, c'est ça, dans ce monde, il y a deux types de personnes, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est tout à fait une référence à ça, Kazumi, clairement. Voilà, structure déroutante, belle écriture des persos, je vous livre, s'appelle belle. Mise en scène plus réalisation très travaillée, voilà.
Et effectivement, encore une fois, ouais, le poids de la religion et le manque d'indépendance de l'homme, quoi. Ce côté possession-soumission qu'on retrouvait déjà dans Tetsuo aussi. Hein. Encore une fois, au final, je réitère le fait qu'un double feature aurait pu être extrêmement intéressant parce que on est sur des thématiques qui se rapprochent un peu. Dans mon souvenir, il y avait l'idée que bourge ou pauvre, on n'est que chair et fluide. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis c'est surtout que on a ce clivage, entre guillemets, entre bourgeoisie et pauvreté au tout début, et à la fin, ça n'a plus aucune importance, en fait. Ça n'est plus du tout quelque chose qui va diviser les personnages, en fait. C'est-à-dire que on n'est plus sur les mêmes considérations. Donc je trouve ça très, très, très intéressant pour ça. Donc c'est... j'ai trouvé vraiment, vraiment bien foutu pour ça, parce que... il a la richesse de réussir à aborder énormément de thématiques à travers quelque chose de pourtant très épuré, quoi. On fait un double feature mais avec une semaine d'écart, tout à fait. Ça me fait penser à Sartre, du coup, ouais. Oni, il est quand même clairement un bourgeois contre lequel les travailleurs se révoltent. Oui, et d'un autre côté, lui était un peu à cette place-là aussi avant. Ouais, tout à fait. Ce stream devient politique. Mad Monkey, il y a toujours des petits avis qui sont distillés avec discrétion, sans volonté de forcer, mais toujours dans la liberté d'expression. Et le dernier plan sur les trois n'est plus du tout mis en scène comme les tableaux. Les personnages ne jouent plus leur rôle social et vont droit en avant. Ouais, voilà, ils sont vraiment simples et bruts et sans phare. Voilà, comme Onsibuno. Tout est politique. C'est la beauté de Whitley. Bah, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. C'est ce passage-là qu'on entend là qui m'a vraiment, vraiment, du coup, tout de suite mis la puce à l'oreille pour la BO de Grave. Il condense beaucoup, l'air de rien. Ouais, tout à fait. J'ai trouvé ça étonnant, d'ailleurs, quoi. Enfin, que ça puisse, en tout cas, résonner autant, alors qu'on est sur, finalement, une époque qui n'est pas la nôtre. Et une thématique de base qui pourrait ne pas être la nôtre, la guerre, la religion. Mais en fait, ça parle de plein, plein d'autres choses, quoi. C'est vrai que tout film est politique. Ouais. Au niveau des films de Jazz Franco, par exemple, j'ai un petit doute. je me permets de... Voilà, je me permets d'émettre un doute. Tout en faisant un parallèle avec le western, ouais. Ah oui, parce que les jeux de regard et les yeux filmés en très très proche plan. High Rise est aussi sur les différences sociales. Ouais, moi j'ai vu aucun film de Ben Whitley, je connais pas ce qu'il fait, je ne sais pas qui est cette personne. Mais en tout cas, j'avoue, coup de maître. Dumb and Dumber, quel brûlot quand même, ah, c'est clair. Ah bah ça dénonce, hein. Là, je vais te dire, t'es pas à l'aise dans tes bottes après, à la fin de ça, tu te dis, tu remets tout en question, hein. Toute ta vie est remise en perspective. À la fin, Whitehead a vraiment pris la conf à se prendre pour un cow-boy. Pris la conf à se prendre pour un... Comment tu parles, Cartas? Mais quel bébé. Non, mais en tout cas, c'était bien. C'était bien, je suis très contente que vous ayez eu autant de choses à dire. Je regarde l'heure, hein, il est 22h, c'est juste que, voilà, encore une fois, je suis pas dans un état... C'est surtout que les derniers lundis, je commençais plus tard, et puis là, je recommence à travailler tôt. Donc, voilà. Petit message qu'on va bientôt terminer. Et puis, mince, en vrai, le temps bouge... et figé, les gens sont morts et vivants, les événements réels et imaginés, la réalité est brisée, la réalité n'est en fait plus qu'une ombre, comme les ombres du début du film, rappelant les deux amis du héros qui mourront par la suite. Est-ce que tout ça est vraiment arrivé ou était-ce une invention complète du héros? Tu l'as pas déjà dit ça, Kazumi? J'ai l'impression de relire quelque chose que tu viens déjà de dire. Je veux qu'on parle du traitement de l'opposition gauche-droite dans les Bronzés 3. Non. Il y a zéro opposition à la droite dans des films où il y a Christian Clavier, quoi. Godzilla d'Emmerich a fait de moi la gauchiste que je suis... Putain, mais pourquoi est-ce qu'on reparle de ce bordel de putain de merde de film? Arrêtez. Ça faisait longtemps et je m'en portais pas plus mal.
Le film voulait me désorienter, il a réussi, mais j'ai aimé ça, très bien. Celle-là, elle t'a fait mal. Qu'est-ce qui t'a fait mal Parce que t'es un bébé. Trop mignon. Ne parlons pas de l'effet de la cuillère de la rose d'or, c'est clair. Plus sain pour le côté politique, s'y mère les gens. Ne parlons pas de la soupe aux choux. Voilà, faut pas travailler, faut mettre des coups de pelle. Tout à fait. Ah ouais, moi je suis à fond. Hein. Plutôt que de mettre des coups de pelle, je dirais qu'il faut aussi surtout être en vacances. Et ça, c'est imminent. D'ailleurs, je suis ravie. Parce que comme le 1er novembre est férié, eh ben je bosse vachement moins la semaine prochaine. Ça, c'est cool. Je sais plus, je suis perdue dans ma tête. Ouïouïouï. Ok. Bah, c'est la façon qu'a Clavier de traiter de l'opposition gauche-droite. C'est ça. De pas s'y opposer, en fait. Ouais. Enfin, voilà. Bon, donc vous étiez contents, c'était bien. Vous avez... C'est cool en tout cas, moi je suis très contente de l'avoir vu et je pense que j'essaierai de le revoir mais je vais me laisser quand même un petit peu de temps. Mais très contente de l'avoir abordé aussi sans avoir vu le trailer avant ni quoi que ce soit, enfin vraiment sans en savoir quoi que ce soit quoi, parce que c'était encore plus cool. Du coup, avant de se quitter, on va quand même se dire ce qu'on débriefe dimanche prochain. Moi, j'allais vous proposer Qui êtes-vous Polymagou, puisqu'on en avait déjà parlé dimanche dernier, justement. Moi, j'avais dit que je préférais voir Field in England, et puis bon, bah voilà, du coup, Qui êtes-vous Polymagou, dimanche prochain. Gazou, gazou. Je suis pour la pédesquelise. Tout à fait. Je tiens à dire que l'acteur qui joue Whitehead joue dans une très bonne série qui s'appelle Inside Number 9, où c'est des épisodes indépendants sur le thème du numéro 9 avec des genres et thèmes très différents. Oh là, c'est étonnant, petit pudding. C'est intriguant. C'est intéressant, on se fait un film plus léger. Ouais, on fait ce qu'on veut. Mais ouais, non mais merci de me l'avoir conseillé en tout cas, hein, parce que vraiment, j'étais... ouais, je suis ravie. C'est trop cool. C'était trop cool. D'ailleurs, anecdote, le film est sorti simultanément au ciné, en VOD, au Blu-ray, c'est pas commun. Ouais, tout à fait, Kazumi, j'ai vu ça sur IMDb, je crois. Ou je sais plus où, mais ouais. C'est étonnant, d'ailleurs, ouais, tout à fait. Je trouve ça assez cool. Enfin, respect là-dessus, parce que c'est genre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Participez à sa réussite ou pas, enfin, c'est... Ouais. Je mets le lien de Inside Number 9 sur le Discord. Ok, très bien. Parfait. Je vais me mater le reste de la filmo du réel, je pense. Ok, Kazumi, parce que t'es comme ça. Moi, je t'invite surtout à regarder le Dracula de Coppola bientôt. Voilà, donc du coup, bah ouais, Qui êtes-vous Polymagou? Est-ce que ça sera plus léger ou pas? Je pense que ce sera un peu plus léger. Mais on va voir. Je sais pas du tout... Alors, attendez. Je vais vous en dire plus, peut-être. Je regarde... Qui êtes-vous parce que j'ai plus en tête exactement. Je crois que c'est un film dans lequel il y a Jean Rochefort. Il y a Sami Frey. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout à fait Jean Rochefort dedans. Jean Rochefort, Philippe Noiret, Alyssa Pritch, Delphine Seyrig, Grayson Hall, Sami Frey, Dorothy McGowan. Voilà. Et donc, l'intrigue se partage entre le monde de la publicité, de la mode et de l'ORTF. Voilà, enfin, ça va être un truc complètement différent de ce qu'on regarde d'habitude. Oh là là, où est-ce que vous êtes? Voilà, vous êtes là. Donc, ça va être hyper cool. Ça fera le 3e film en noir et blanc d'affilée. Ouais, mais Cartas, en même temps, j'adore le noir et blanc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour le coup ça fait une sorte de petite thématique. Mais ouais, on reste là-dessus. Mais un film français quoi. Ça va être bizarre hein. Là ça va nous changer complètement. Il est décrit comme une comédie satirique. Ouais, voilà, Cartas, ouais. Comédie satirique, ça va être sympa, ouais. Puis bon Delphine Seyrig, qui est une actrice que j'adore. Qui est pour moi, à mon sens, trop peu connue et trop peu reconnue surtout, donc ça me fait particulièrement plaisir de débriefer un film dans lequel elle joue avec vous.
Y aura-t-il des bites et du caca? Très honnêtement, Neftis, je ne pense pas. Ça m'étonnerait fort. Mais voilà. Ça manque de kaiju? Non, petit Calix, tu te calmes maintenant, ça suffit. C'est pas la première fois que tu le dis. Je trouve qu'on en a fait quand même pas mal. Donc c'est bien de varier les plaisirs. Maintenant, tu arrêtes. C'est pas toi qui dicte ce qu'on regarde. Ça fera un peu de vacances. Bah ouais. Oh, bah écoutez, ça va, c'est pas non plus... c'est pas si pire, c'est la nature, quoi. J'ai trop peu d'heures pour voir tout ce que je veux, triste monde tragique, et oui. Sachant que Kazumi a ouvertement reconnu que je participais à son échec scolaire. J'en suis pas très fière. Je ne pense pas, souviens-toi de ça, quand tu auras un plan un homme nu aux toilettes. Mais non mais... Et Luchador, avec des vampires. Non mais arrête. Plus simple pour les kaijus, je ne suis là que depuis 2 épisodes. Bah oui, mais bon, voilà quoi. On a fait Daimajin, on a fait Godzilla, on a fait Gamera, on en a fait quand même quelques-uns. Hein. Donc voilà, c'est bien aussi de... On verra. De toute façon, il y en a un que je voulais voir. On verra ça plus tard. C'est pas... On le refera, hein, mais pas tout de suite. Fallait venir avant. C'est ça. Heureusement que je me suis refait les 3 premiers Hellraiser cette semaine. Ça a mis un peu de couleur rouge dans mes films. Ah ouais, non mais... Hellraiser. J'ai tellement envie de revoir le 2. C'est mon préféré. Mais le 1 est bien aussi, mais le 2... Oh là 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 là. Bah bref. Voilà. Mais oui, non mais voilà. Les kaijus reviendront. Je les aime. Il n'y a pas de souci, mais... Si on débriefait que des kaijus, ça serait un peu saoulant, ouais, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de varier les plaisirs quand même. À quand du Dario? Bah, j'en ai quand même vu pas mal. Là, le but, en fait, effectivement, c'est de faire majoritairement des films que j'ai pas vus. Et des films que personne, ou presque, n'a vus. C'est-à-dire que de pouvoir tous les découvrir ensemble. Parce que justement, c'est hyper intéressant. En plus, j'ai remarqué que ça participait au fait que les gens commençaient moins le débrief avant, hein, parce que quand ils connaissent déjà le film, on sait ce que ça donne. Il y a une liste des films précédents que je propose, pas des trucs déjà vus. Oui, Gabonga, il y a une liste tout à fait sur Sens Critique, mais je t'invite à nous rejoindre sur le Discord. Ça va être plus facile pour toi de pouvoir avoir une petite idée, comme ça t'es au courant en plus de tous les débriefs et tout, donc si tu n'y es pas déjà, je ne crois pas t'avoir vu. Mais ouais. Il y a une liste sens critique des films du débrief et également une liste sens critique de tous les films qui ont été évoqués dans le Screaming Skull. D'ailleurs, à quand un film finlandais muet? Ben... Cartas, si t'as quelque chose à proposer. Après, je connais mal le cinéma finlandais, à part Valkoinen Pera, le Renne Blanc, que j'avais vu et que j'avais beaucoup aimé. Il est pas finlandais, Axen. Il est suédois? Norvégien? Il est pas finlandais, je crois. On n'oblige personne à voir des films. Il est pas tchèque, non. Axen, il est pas tchèque. C'est mieux un film muet de 1920, bah oui, tout à fait. Danois, voilà. Tout à fait. Bah, enfin bref, on n'est pas là pour faire un état des lieux de ce qu'on peut ou pas débriefer. Ça va dépendre de mes envies. Je suis désolée, mais vous êtes un peu tributaire de ça aussi. Parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà une liste de films qui est extrêmement longue. Donc l'idée, c'est plus de réussir à, moi, continuer ma liste plutôt que de me rajouter d'autres films. Parce que ça arrive déjà suffisamment souvent pour m'épargner le fait... Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, hein, moi j'ai un énorme... je vais y arriver. Un gros sentiment de frustration quand je... Enfin, si je regarde des films que j'avais pas forcément prévu de voir au profit de films que je voulais déjà voir à la base, quoi. Ça me met pas dans un état de confort intense, donc voilà. Donc, bref, voilà. Donc, je vais vous laisser les enfants.
En tout cas, c'était très cool. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir partagé vos points de vue, tous plus enrichissants les uns que les autres. C'était très cool. Je suis ravie que ça vous ait plu. Je pense qu'il y aura un Screening Skull mardi soir. Normalement, c'est bon, parce que je finis plus tôt demain et tout, donc normalement, ça devrait le faire. Quoi qu'il arrive, si c'est pas Screening Skull, ce sera peut-être des jeux ou quoi. En plus, bon, bah, encore une fois, c'est férié jeudi, donc si ça se trouve, il y aura un gros stream à la Zob de. Peut-être de The Witcher, enfin, j'en sais rien. On sait pas, on est libre de toutes les décisions qu'on veut prendre, on n'a pas de limite. Je rappelle que le lien du Discord est juste en dessous du stream, ouais, tout à fait. Kazumi qui est toujours dans le racolage actif. PUBG enfin. Non. Mais non. Je ne saurais jamais jouer à PUBG. Puis déjà, en plus, ça m'intéresse pas trop, mais... Ouais, gros stream à la Zob, ouais, voilà. On aime bien ça. GG will be back. Tout à fait. Ouais. Bah, on aime beaucoup GG. Mais il faudrait que j'arrive quand même à voir ce que je peux vous montrer, ce que je peux faire, parce que là, à part se balader sur la map, faudrait que soit peut-être que je recommence une partie, ou je sais pas. Donc, on va bien voir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne nuit. Profitez bien de l'heure d'hiver qui est fantastique parce qu'on gagne 1 heure et c'est génial. Merci l'hiver, on l'aime. Voilà, rejoignez-nous sur le Discord et ouais, et encore merci pour le débrief, c'était très cool. Voilà, bonne soirée à tous, bisous bisous.